Lorsque j'avais 17 ans, j'ai dû vivre en internat dans une vieille maison de la ville. Le plus drôle, c'est que quelques années auparavant, environ 2 ou 3 ans, j'y avais fait une urbex avec une amie. On n'arrêtait pas en allant au collège de passer devant cette maison du centre-ville. Une vieille maison abandonnée, vous savez, ces maisons de ville à plusieurs étages. Et au bout d'un certain temps, on s'était enfin décidé à l'explorer. C'était bien sûr avant qu'elle ne soit récupérée et transformée en internat. Enfin, transformée, faut le dire vite, mais j'y reviendrai plus tard. C'est à cette époque que je m'étais renseignée. Je trouvais ça curieux qu'une telle bâtisse reste inoccupée en plein centre-ville. Surtout qu'elle était plutôt jolie et imposante. Enfin, quand je dis jolie, je veux surtout dire qu'on voyait bien de l'extérieur que c'était une belle construction, avec de hauts plafonds et de nombreuses pièces. Et notre visite avait confirmé nos impressions. Encore plus intriguée, j'étais simplement allée consulter le cadastre pour voir qui étaient les derniers propriétaires. Et d'après ce que j'avais découvert, le bâtiment était simplement un petit couvent comme il en existait tant d'autres à l'époque. En fait, c'était aussi courant que les boulangeries aujourd'hui. Enfin bref, rien de vraiment passionnant pour nous à ce moment-là. Au début de mon année de terminale, mes parents ont reçu une proposition de travail difficilement refusable pour eux, surtout au vu de toutes les améliorations que ça allait leur offrir. Le seul petit souci était qu'il fallait déménager, et moi, j'en avais vraiment aucune envie. J'avais toujours habité dans le même coin. Depuis petite, j'étais dans cette ville, j'avais tous mes amis et de bonnes perspectives d'études ici. J'avais fait toute ma scolarité et débuté ma dernière année. Alors, mes parents acceptèrent de faire la demande à mon lycée pour voir s'il y avait une possibilité de logement pour moi. Mais l'internat était complet. J'ai cru que mes espoirs allaient s'envoler aussi vite qu'ils étaient apparus, jusqu'à ce que la secrétaire indique à mes parents qu'il existait plusieurs petites structures indépendantes avec lesquelles ils travaillaient en partenariat, toutes situées à proximité de l'établissement, que peut-être l'une d'elles aurait encore une place pour moi. Après la joie de cette annonce, je me suis rendu compte que mes parents, eux, n'étaient pas très enthousiastes à cette idée. Interne dans le lycée, c'était une chose, mais une chambre à l'extérieur, pour eux, s'apparentait plus à un logement étudiant. Heureusement pour moi, la secrétaire a gentiment expliqué le fonctionnement de ces micro-internats, lesquels avaient des règles strictes en matière de sortie et étaient sécurisés. Nous sommes donc allés visiter le seul dans lequel il restait une chambre de disponible. Et quelle ne fut pas ma surprise en voyant que c'était l'ancien couvent. J'étais amusée et avais encore plus hâte de voir comment ils avaient aménagé la bâtisse. Bien, c'était sobrement. La grille à l'entrée avait bien entendu été réparée et modernisée, puisqu'elle était raccordée à un interphone et un digicode. Nous nous sommes présentés, et accompagnés par un joli grincement, le vieux portail en métal s'est ouvert. Juste après, il y avait une caméra, ce qui a eu l'air de soulager ma mère, mais qui semblait largement insuffisant aux yeux de mon père. Sur le perron, devant l'immense porte, se tenait une dame d'un certain âge, au visage strict et doux à la fois, ce qui était plutôt déconcertant pour moi. C'est elle qui a énuméré les règles de l'internat. Rentrer dans les 15 minutes suivant la fin des cours. Interdiction de sortir, sauf pour des rendez-vous particuliers, précisés à l'avance avec l'accord signé des parents. Elle a décrit les repas, leurs horaires, et a fini de rassurer mes 2 parents. Une fois qu'ils étaient partis, elle prit plus de temps pour m'accueillir et me montrer les différents lieux et leurs fonctions. Puis, elle me fit asseoir à table et me regarda droit dans les yeux pour m'expliquer qu'il était vraiment très important de bien respecter toutes les règles et que je devais les apprendre par cœur tout en me tendant une longue liste. Elle me dit de bien l'étudier, puis de la signer. La liste est vraiment plus longue que ce qu'elle m'avait déjà dit. Il y avait des horaires précis à respecter pour absolument tout, du petit déjeuner jusqu'au coucher. J'ai trouvé certaines choses un peu trop strictes, et me souviens avoir pensé « Ok, je signe, mais si j'ai envie de manger du chocolat devant une série à 22h, c'est pas son papier qui va m'en empêcher. Et franchement, qu'est-ce que je risque dans le fond? Et qu'est-ce qui pourrait gêner si j'ai envie d'aller à la bibliothèque à 3h du matin? Elle dormira sûrement. Puis, lire un livre n'a jamais réveillé quiconque. Bon, sauf si je lis un truc effrayant et que je me mets à crier comme une imbécile, mais c'est pas le propos.
Ce n'est qu'au bout de quelques semaines que j'ai compris toute l'importance de ce règlement a priori désuet et un peu trop strict. Lors de ma première semaine dans la maison, je n'ai enfreint aucune règle. Je suis rentrée directement après les cours, j'ai enlevé et rangé mes chaussures aussitôt que j'avais franchi le perron, je me suis présentée à la salle à manger à 19h précises, éteint les lumières et verrouillé la porte de ma chambre tous les soirs à 22h, etc. La semaine suivante, je me suis réveillée vers minuit et demi avec une horrible envie d'aller aux toilettes. Le seul souci était que les toilettes de ma chambre étaient inutilisables cette nuit-là, le plombier étant prévu de passer le lendemain. Je n'avais pas d'autre choix que d'utiliser les toilettes communes. Mais bien sûr, c'était interdit dans le règlement. Me voilà donc en train d'ouvrir la porte le plus silencieusement possible, le cœur battant à tout rompre, aussi bien à cause de mon envie pressante que de la peur de me faire surprendre. J'arrive enfin à destination et me sens doublement soulagée, vu que personne ne semble s'être réveillé. Et, lorsque je m'apprête à regagner ma chambre, je vois de la lumière sous la porte de la bibliothèque. Curieux, son accès de nuit est interdit. Évidemment intriguée, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller y jeter un petit coup d'œil. Enfin, ça c'est ce que j'espérais. Impossible d'ouvrir la porte. Elle était verrouillée. Pourtant, je n'avais jamais vu de clé sur cette porte. J'ai entendu une sorte de ricanement, puis un bruit, et j'ai foncé dans ma chambre avec l'idée de revenir la nuit suivante. Ce fut finalement 2 nuits plus tard que j'ai entrepris mon expédition bibliothèque, et j'ai été complètement perdue, mais pas encore horrifiée. Pour commencer, j'ai encore entendu le ricanement, mais impossible de le localiser. Autant la première fois, j'étais sûre qu'il venait de la bibliothèque, autant là, une fois à l'intérieur, il me semblait venir du couloir. Ensuite, j'ai trouvé plusieurs ossuaires, plus ou moins dissimulés dans la bibliothèque, qui se sont dévoilés grâce à la lumière inclinée de ma lampe de poche. Quand je vous disais que les rénovations avaient été sommaires, ils ont juste effectué une mise en conformité de l'installation électrique, et tout le reste, ou presque, est resté comme à l'origine. J'étais sur le point d'en observer un de plus près quand j'ai été surprise par la directrice. Cela m'a valu un rappel complet du règlement, bien sûr, interdiction de quitter ma chambre, mais aussi quelques corvées supplémentaires. Oh, mais d'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de ma chambre. Ce sera rapide. Elle était très simple et sobrement meublée d'un lit, un petit bureau avec sa chaise, une vieille armoire démodée et grinçante, ainsi qu'une partie toilette. Et surtout, je suis presque sûre que je n'étais pas toujours seule dans ma chambre. Donc, les corvées, ce n'était peut-être pas si mal. Le premier jour, je me suis dit, au moins, il n'y a pas de sous-sol flippant dans lequel je vais devoir aller. C'était avant de découvrir la pièce la plus glauque de la maison, car c'est avec ces corvées que j'ai découvert la buanderie, et le moins que je puisse dire, c'est que je n'aimais vraiment pas cette pièce. Elle me donnait la chair de poule. C'était une grande pièce toute blanche, enfin plutôt grisâtre, avec de vieilles machines et associée à la chaufferie. Il y faisait donc toujours très chaud, avec une odeur de désinfectant, de lessive et de moisi. J'avais toujours l'impression que quelque chose se cachait sous les piles de draps et de serviettes. En plus, il y avait régulièrement un genre de sifflement, sûrement dû à des infiltrations d'air, mais ça contribuait au fait que je détestais cet endroit. Sans compter qu'il y avait aussi cette étrange tache sur le mur, semblable à un visage. On m'avait dit que c'était sûrement de la moisissure, et malgré le fait que je connaissais l'appareil Dolly, j'avais cette sensation profonde que c'était pas ça, que cette étrange tache était autre chose. Et ça me mettait vraiment mal à l'aise, même plus que ça. Voilà comment j'ai vécu les événements de cette nuit où tout a dégénéré. Marie-Hélène, la responsable, m'avait demandé un soir de m'occuper exceptionnellement du linge de Caroline qui avait eu quelques soucis. C'était sa façon à elle de dire qu'elle avait vomi partout et que tout était sale. Un peu à contre-cœur, et surtout n'ayant pas vraiment le choix, j'ai accepté. Elle m'a précisé de ne pas traîner et de bien verrouiller après mon passage. Me voilà donc, avec la pile de draps malodorants, en train d'essayer de ne pas perdre le trousseau de clés
tout en me déplaçant dans les couloirs sombres menant à la buanderie. Bien entendu, il fallait que ce soit un soir d'orage, comme si j'étais pas déjà suffisamment stressée. Je rentre dans la pièce et j'essaie de caler un drap en boule pour être sûre que la porte reste bien ouverte. Et commence à mettre le linge dans la machine. J'en suis au second drap quand j'entends un sifflement. J'essaie de me rassurer en pensant à l'orage. J'enfonce ce deuxième drap en prenant soin de ne pas toucher le vomi, tout en frissonnant. Et soudainement, je me rends compte que contrairement à d'habitude, il ne fait pas chaud, et les seules odeurs sont celles de vomi et de moisi. J'accélère le mouvement quand la porte se ferme toute seule. Je m'y précipite et impossible de l'ouvrir. Je tente de me calmer et vais jeter un coup d'œil du côté de la chaufferie. J'avais remarqué qu'il y avait une autre porte dans le fond, peut-être une autre sortie. La chaudière, malgré le froid ambiant, fait un bruit de ronronnement particulièrement fort. J'ouvre avec difficulté la porte et reste sans voix. Ce n'est pas du tout une sortie, mais plutôt un genre de salon, hôtel. Je ne sais pas trop à quoi ni à qui ça pouvait servir. Cette pièce est vraiment étrange. Elle devait faire des cérémonies et peut-être se reposer. Dans la pièce, il y avait plusieurs niches creusées à même le mur. Et au centre, 5 piliers s'élevaient, avec un petit autel couvert de vieilles bougies, avec au milieu quelques ossements. Il y avait également un grand canapé en cuir. C'était très curieux et terrifiant. Voyant bien que ce n'était pas par là que je pourrais sortir, et me doutant que je n'avais nullement le droit d'être ici, j'ai refermé la porte et suis reparti dans la buanderie. Là, j'ai vu que la tache semblait avoir grandi, comme si des cheveux avaient poussé tout autour. Elle semblait me fixer, et je me suis mise à tambouriner sur la porte jusqu'à ce que, comme si rien ne s'était passé, cette dernière s'ouvre. Et la chaleur était revenue dans la pièce. J'ai vite refermé à clé et suis partie me coucher. Je n'ai jamais réussi à obtenir la moindre explication pour ce qui s'était passé. Et je n'ai jamais osé parler de cette pièce secrète.